Présentation de Neo. Neo, c'est quoi? C'est l'assistant d'IA générative qui a été déployé chez OnePoint pour les collaborateurs OnePoint. Et donc, on va, à travers cette présentation, partager cette expérience pour montrer comment cet assistant d'IA générative peut être utilisé dans bien d'autres cas et dans bien d'autres métiers. J'ai avec moi Florian Clarté qui est un expert IA chez OnePoint et tu compléteras ta présentation tout à l'heure. Alors on va passer à l'ordre du jour. D'abord on va reparler et Florian va nous reparler de l'IA Gen. Qu'est-ce que c'est voilà, pour se recaler sur ce sujet. Et ensuite on va faire un petit zoom sur les use cases, d'abord en général et puis après sur les use cases santé en se disant dans le monde de la santé, qu'est-ce que l'IA peut apporter. Vous verrez qu'il y a le sujet de l'IA, évidemment, dans tous les logiciels métiers, et forcément tous les logiciels métiers intègrent de l'IA, mais il y a aussi l'IA Gen pour tout un ensemble de process qui ne sont pas outillés par les processus métiers, justement. Quelle est la force de l'offre OnePoint Claranet sur ce sujet? On fera un zoom là-dessus. Et enfin, évidemment, on vous fera une présentation de ce fabuleux assistant d'IA générative Neo. Bonjour à tous, Florian Clarté du coup. Merci Laurent. Comme tu le disais, aux côtés de Nicolas Godmet, j'anime ce qui s'appelle l'IA Office, qui est une petite structure chez OnePoint qui a pour mission de transformer le groupe autour de l'IA générative et ainsi de proposer à nos clients et partenaires des avancées, des innovations en s'appuyant sur l'IA générative. Pourquoi on a voulu absolument créer cette petite structure en interne? C'est parce que l'impact de l'IA générative est fondamental dans le monde d'aujourd'hui. Comme le dit Bill Gates, c'est la plus grande révolution depuis l'apparition de l'interface graphique. L'interface graphique, dans les années 80, elle est apparue et elle a rendu très accessible l'ordinateur, tout ce qui est computer. Avant, il fallait coder, il fallait maîtriser les langages et l'interface graphique est venue faciliter cet accès à tout ce qui est computing. Et l'IA générative, elle a exactement le même impact sur l'IA, c'est-à-dire que en pouvant communiquer avec des outils d'IA générative en langage naturel, en langage courant, vous avez accès à tout le potentiel de l'IA de manière simplifiée. Vous n'avez pas besoin d'être data scientist, vous n'avez pas besoin d'être développeur. N'importe qui peut utiliser un outil d'IA générative. Et l'exemple le plus, la preuve la plus flagrante, c'est que il n'a pas fallu 2 mois à ChatGPT lorsqu'il est sorti pour atteindre les 100 millions d'utilisateurs. Alors, ceci étant dit, l'IA générative se situe dans le continuum de l'IA. Ce n'est pas une nouvelle matière, ce n'est pas une nouvelle discipline. Ça s'appuie sur des modèles dits traditionnels de NLP qui avant étaient capables de faire de la description. Vous avez tous en tête les clusters. Le cas du Covid était un exemple flagrant. On crée des clusters de sensibilité à la maladie. Prédictif, c'est sur la base des comportements étudiés, historisés, on est capable de prédire ce qui va se passer. Et voilà, sur ces clusters, je sais que derrière, avec une historicité de données, je vais être plus ou moins sensible à tel symptôme de la maladie. Et là, c'est exactement la même chose, on va pousser des données dans le temps. Prescriptif, c'est l'étape après, on est capable, en poussant de la donnée, d'impacter, d'influer sur les comportements des organisations comme des agents, comme des personnes. Typiquement, vous consultez un site sur les chaussures et vous recevez de la publicité sur la marque de chaussures préférée. C'est un exemple assez flagrant d'IA prescriptive. Tout ça, ces 3 étapes-là, c'est l'IA dite traditionnelle. Je m'appuie sur des jeux de données, j'entraîne mes modèles. L'IA générative, ce sont des modèles déjà entraînés, ready to use, vous pouvez les utiliser comme ça assez rapidement, et qui s'appuient sur l'ensemble de ces capacités-là, et qui va rajouter une capacité en créant de la donnée, en générant de la donnée qui n'a jamais existé. Et cette donnée, elle est sous forme de texte, de code, d'images, de sons, de vidéos. En définitive, on a une technologie qui a plus de valeur et qui est plus accessible. ChatGPT, est-ce que vous savez tous ce que ça veut dire? Je vais revenir en arrière. Parmi vous, est-ce qu'il y en a qui connaissent le mot G, facile? La lettre G, générative, tout à fait. Le Pi, important. Non, c'est pas prompt. Et le T, c'est plus compliqué, je vais passer. Donc J générative. Effectivement, l'IA génère une suite probable de données qui correspond à la question, la réponse à la question à laquelle vous lui avez posé. Voilà.
En sous-jacent, ça veut dire que les modèles sont probabilistes. C'est-à-dire qu'en fait, il va vous donner la réponse la plus probable à la question que vous avez posée. Ce qui fait que des fois, il se trompe, d'où les hallucinations. Mais il y a des méthodes pour éviter ça. Pre-train, il y a un petit bug. Pre-train, c'est un modèle d'apprentissage. Les IA génératives sont déjà entraînées. Votre modèle est statique. Lorsque vous entendez je vais entraîner, je vais faire apprendre à mon IA générative, c'est faux. Une IA générative est statique, elle ne bouge plus. On peut la réentraîner, c'est du fine-tuning, mais c'est des techniques très chères et très compliquées. À titre d'exemple, GPT 3.5, qui est le premier modèle qui a vraiment été utilisable, s'appuyait sur un set de données énorme, dans lequel Wikipédia constituait entre 2 et 3% de la masse de données totale. Donc vous voyez, c'est gigantesque. Transformer, ça c'est une technologie qui a été inventée par Google en 2017. Donc c'est eux qui sont en fait à la base de cette technologie-là. Et sans cette partie Transformer, on serait incapable de faire l'IA générative. La partie Transformer, c'est un modèle d'auto-attention d'apprentissage. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un apprentissage séquentiel comme on le faisait traditionnellement, on a des modèles qui se répondent et qui vont apprendre beaucoup plus vite. Voilà. Ça permet à l'IA générative d'être à certaines caractéristiques assez clés dans son usage et qui facilitent son usage. L'ubiquité, comme c'est un modèle entraîné, pré-entraîné, vous pouvez l'utiliser un peu partout dans le monde, comme à travers un smartphone, à travers un device, à partir du moment où vous avez une connexion, voire aujourd'hui même sans connexion. Accessible, je l'ai dit, en langage naturel. Les données sont tellement importantes qu'il est entraîné sur quasiment toutes les langues du monde, à peu près 90%, je passe tous les dialectes. Adaptabilité, au sens, il va s'adapter multimodal, il va prendre toutes les formes de données que vous allez lui donner, il va générer d'autres données. Et polyvalence, il est capable de s'adapter un peu partout et à l'ensemble surtout des cas d'usage métier, et c'est ce qui nous a intéressé chez OnePoint. C'est vraiment cette polyvalence-là, d'être capable de l'adapter à des cas d'usage très métiers, très spécifiques, et ne pas rester sur du générique. Dans le secteur public, et encore plus dans la santé, il y a quand même quelques contraintes, ou en tout cas obligations liées à l'application d'outils d'IA générative, notamment liées à la sensibilité des données qui sont manipulées en santé. Alors technologique, il faut accéder à ces données-là. Plus on aura un accès aux données pertinentes, plus les cas d'usage seront intéressants et techniquement et auront plus de valeur. Humaine, je pense que vous avez tous entendu parler des IA sceptiques ou des gens qui sont très réfractaires, qui ont peur d'être remplacés par l'IA générative. Il ne faut pas se voiler la face. Il y a des outils d'IA générative qui vont vraiment phagocyter certaines tâches de certains métiers. Pour l'instant, on n'a pas trouvé encore de métiers qui disparaîtraient, heureusement d'ailleurs. Et c'est pas notre volonté évidemment, mais c'est plutôt de rassurer les gens, du coup, de dire que leur métier existe, que l'humain existe, la singularité de l'homme vis-à-vis de la machine persiste, et il faut juste retrouver sa bonne place, et surtout sur des tâches à valeur. Le corollaire de ça, c'est d'avoir une approche éthique de l'IA générative. On manipule de la donnée, on transforme des métiers, on transforme des usages, donc voilà, ça demande souvent de poser une gouvernance spécifique là-dessus. Juridique, il y a des cadres qui sont en train d'être posés, qui ne sont pas encore tout à fait matures, quand bien même l'IA Act vient d'être posé. Ça demande aussi d'avoir conscience de cette réglementation spécifique et d'être capable et d'être en mesure de l'adapter et de l'appliquer au sein de son organisation. Financière, au-delà de l'investissement en recherche et développement qui est un peu moindre sur l'IA générative que sur d'autres sujets type NFT, blockchain et autres, ce qui est important de se dire, c'est que ça va transformer à la fois les modèles de revenus, on a une nouvelle proposition de valeur, mais aussi des modèles de coûts. Vous avez des nouvelles compétences à apprendre, donc ça veut dire peut-être faire de la formation, faire du recrutement, et vous avez aussi des nouvelles technologies qui souvent s'appuient sur des infrastructures cloud et qui demandent donc des investissements à la fois en CAPEX et en OPEX. Et puis évidemment, il y a les enjeux de souveraineté numérique pour ce qui nous concerne, on va dire, en territoire Europe et France, et c'est pour ça d'ailleurs qu'Emmanuel Macron a fait un discours dans ce sens ce matin, hier, il y a peu, voilà. L'idée étant d'avoir une IA générative française qui sera applicable dans le service public français et qui aura aussi les spécificités de notre monde. Pour une petite histoire, sachez que GPT est américain et que All is amazing pour GPT. Voilà. Et vous n'aurez pas du tout la même réaction lorsque vous utilisez les modèles de Mistral par exemple. Alors OnePoint en 2023 a fait beaucoup d'ateliers avec ses clients pour aller justement capter les cas d'usage qui étaient intéressants pour l'IA générative. Donc je pense que tu as participé à ces ateliers et c'est plusieurs centaines de cas d'usage qui ont été identifiés et on peut les classer en 3 familles.
D'abord, les cas d'usage qui sont focalisés sur l'expérience patient, parce qu'on est dans le monde de la santé, mais qu'on peut aussi transposer avec l'expérience de la relation avec l'autre, le client éventuellement, mais en tout cas dans le monde de la santé, le patient. Là, il s'agit de tout ce qui va permettre de simplifier la relation avec ce patient, dans soit des chatbots qui vont venir directement converser avec ce patient pour donner des informations que dont le patient a besoin, soit de l'IA générative qui va être utilisée pour analyser la relation avec le patient. C'est-à-dire de se dire on ne touche pas du tout à la relation qui existe entre deux humains. Par contre, on va utiliser l'IA générative pour faire une analyse plus précise, pour fournir éventuellement un contenu plus adapté à la personne qui va ensuite transmettre l'information au patient. Donc tout ça est dans le monde de l'amélioration, l'enrichissement de la relation avec la personne que l'on a en face de nous dans le cadre de l'organisation. Deuxième famille de cas d'usage, c'est lorsqu'on va chercher à augmenter la productivité des employés. Là, je dirais, c'est tout simplement le fait, et de manière très basique, supprimer le syndrome de la page blanche. On sait que quand on a un travail de création à faire, alors écrire un mail, c'est un premier travail de création. Penser à une méthode pour résoudre un problème, c'est un travail de création. Enfin, il y a plein d'occasions où on doit créer quelque chose. Et on a tous fait l'expérience de la page blanche, et quand je pars de rien, je perds du temps. Avec l'IA générative, tout de suite, cette étape de la page blanche est passée. On a une V0 qui est déjà d'une certaine qualité et qui nous permet d'interagir, nous, intellectuellement, en venant corriger, amender, améliorer cette V0. Et donc, on gagne du temps dans le processus de création. Et bien sûr, ça ne remplace pas notre création, mais on voit bien que c'est un outil qui nous permet d'aller plus vite. Et puis ensuite, troisième famille de cas d'usage, on est sur les processus, avec une notion d'optimisation. Et moi, j'aime bien voir deux choses dans ces processus, notamment. C'est déjà une capacité, par exemple, de standardiser les processus. Dans un hôpital, on peut avoir, on a N personnes qui interviennent. Comment on fait pour que ces N personnes, in fine, donnent un output qui soit similaire, quelle que soit la personne? Alors évidemment, on peut avoir des procédures, on peut demander aux gens d'appliquer une checklist, de respecter les consignes. Évidemment, il faut le faire. Mais là aussi, l'IA générative va apporter un plus en permettant tout simplement de standardiser un contenu produit par quelqu'un. Et ce contenu peut différer énormément d'une personne à l'autre, mais l'IA générative va être capable de très simplement la restandardiser. Chez OnePoint, par exemple, on l'utilise pour tout ce qui est entretien d'embauche. Voilà, chacun peut faire son compte-rendu comme il veut. L'IA générative va régénérer un compte-rendu standardisé pour que les fonctions RH qui veulent avoir une vision globale de tous les entretiens ne soient pas perdues dans tout simplement l'analyse de ces contenus. Et puis, l'optimisation des processus aussi, c'est d'améliorer le contrôle. Dans toutes les entreprises et dans le monde de la santé, on a de la compliance, on a des règles à respecter. Ces contrôles, ils sont généralement détenus par des experts qui ont la connaissance de comment analyser telle chose pour dire si c'est conforme ou pas conforme. Or, ces experts, ils ne peuvent pas passer en revue tout ce que produit l'ensemble des personnes qui travaillent dans l'hôpital, par exemple. Et donc là aussi, l'IA générative va permettre finalement de rapprocher cette expertise de l'expert avec le contrôle que chacun peut faire. Comment on le fait? Sans IA générative, qu'est-ce qu'on fait? On demande à l'expert de faire des checklists qui soient compréhensibles pour chacun, pour que chacun puisse appliquer ses contrôles. Donc ça, on va le garder. Par contre, ce qu'on va rajouter, c'est qu'on va traduire chaque point de la checklist en un prompt qu'on va confier à l'IA générative pour que lui-même fasse son analyse, pose une question sur un document, sur un output, pour permettre du coup de simplifier ce contrôle et de redonner la main ensuite à celui qui a produit le contenu pour rapidement lui dire, ça c'est vert, ça me paraît orange, ça me paraît rouge. Maintenant, vas-y, fais le dernier kilomètre pour t'engager sur ta production. Mais là, on voit bien l'intérêt de l'IA générative pour aller simplifier l'application de contrôle. Alors, on a fait un petit focus donc des cas d'usage plus santé cette fois-ci, en les regroupant en 5 familles. Donc, vous avez en haut à gauche quelque chose qui n'est pas trop IA générative, qui est IA tout court, je dirais. C'est la médecine prédictive avec du dépistage,
tout ce qu'on connaît déjà hein, sur l'usage de l'IA pour aller améliorer en fait le traitement des maladies. En dessous, l'aide au diagnostic, on va être plus là justement dans ce que disait Florian tout au début, c'est comment l'IA générative va permettre de simplifier l'accès à une information qui est complexe. Hein, l'information du diagnostic médical, l'information de santé est une information complexe. Et grâce à l'IA générative, on va pouvoir améliorer l'accès à cette information, soit directement par le patient, soit via quelqu'un qui fait l'intermédiaire pour fournir cette information au patient. Donc c'est un ensemble de cas d'usage là qui vont faciliter cette chose-là. Ensuite, on a les fonctions support qui sont assez, je dirais, classiques à toute organisation, RH, DSI, où là, de même que les petits exemples que je donnais tout à l'heure rentrent pas mal là-dedans. Mais on va pouvoir travailler la performance des processus, le contrôle, comme on a dit, de la data visualisation, travailler sur la revue de contrat, par exemple, c'est une chose qu'on fait également chez OnePoint et qui est tout à fait applicable, la fonction de support, donc qui sont très transverses. Et puis ensuite, on remonte l'aide aux soins et aux actes, où là aussi, l'IA générative va pouvoir apporter de la valeur ajoutée en allant plus simplement accéder à des gros volumes de données et donner des informations pertinentes. Et puis on remonte à la recherche aussi, où là, la recherche va utiliser l'IA générative, encore une fois, pour pouvoir exploiter des gros volumes de données. Et je crois, Florian, tu avais un exemple aussi à donner très concret. Oui, c'est un exemple qui est assez intéressant parce qu'il vient répondre à une demande d'un nouveau métier, c'est l'infirmière en pratique avancée, qui se situe à mi-chemin entre l'infirmière qui est très protocole et un médecin qui est aussi dans l'analyse symptomologique et qui allie plusieurs technologies qui sont à la fois le speech to text, hein, qui n'est pas d'IA générative, hein, c'est le transcript qu'on connaît tous, et qui capte avec l'IA générative l'essentiel du travail. Le cas d'usage, c'est quoi? C'est l'infirmière qui fait un pré-diagnostic ou un diagnostic lors de sa tournée, qui n'est pas dans une posture où elle doit remplir des colonnes, des fiches, mais plutôt faire un vrai diagnostic avec des symptômes et une interrogation du patient. Elle s'enregistre. L'outil de speech to text va traduire ça dans un transcript pour avoir le compte-rendu exhaustif de l'entretien. Et l'IA générative va être capable, dans ce transcript, de capter les bonnes données, les symptômes, les ressentis, les émotions, la durée de la douleur, des choses comme ça, et de structurer le compte-rendu en un schéma de données ordonné. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que toutes les données spécifiques, intéressantes, vont être remises dans des cases, et derrière, on va pouvoir intégrer ça dans un système d'information, et on aura un compte-rendu textuel, plus de la donnée structurée, directement dans le système d'information. Et je pense notamment à tous les schémas de transmission entre les différents infirmiers. Mais là, vous aurez de la donnée vraiment qualifiée, structurée, exploitable et facile d'accès. C'est des choses qui viennent, qu'on peut utiliser dans les hôpitaux, mais qu'on peut utiliser dans quasiment tous les secteurs. Pardon. Une manière d'aborder le sujet, sachant qu'on est parfois sur des budgets contraints, c'est de ne pas se lancer forcément à corps perdu en disant je vais créer une usine d'IA générative, une IA factory. On peut y aller aussi par une approche petit pas. La première chose et la chose la plus importante, c'est de créer un cadre. On l'a dit, on est sur un secteur avec des contraintes réglementaires importantes, des contraintes éthiques très importantes. Donc, il est indispensable pour les acteurs de ce secteur-là de structurer leur démarche, de structurer leur approche, de poser un cadre, une politique générale. C'est indispensable. Une fois que ça s'est fait, on peut commencer à explorer son terrain de jeu à travers des POC ou des POV, Proof of Value, c'est-à-dire plutôt essayer de voir quelles sont les niches de valeur, les process qu'on va améliorer, le gain de temps, le gain de confort au travail, grâce à l'IA générative, et d'explorer comme ça certaines pistes qui auront aussi pour impact d'acculturer les personnes du secteur à cette nouvelle technologie qui, comme on l'a dit au début, peut être parfois un peu vue comme un risque, comme un danger. Ceci dit, une fois qu'on a testé, qu'on a prouvé la valeur, qu'on l'a testé avec des friends and family, donc des gens qui sont habitués, la phase cruciale, ça va être de le déployer à l'échelle de l'organisation et de trouver l'impact au sein des processus métiers. Et ce déploiement-là, s'il est bien organisé dans la phase précédente, peut être accompagné assez sainement et assez facilement et en limitant largement les coûts et les risques. Et enfin, évidemment, on passe à la fin assez traditionnelle sur un passage à l'échelle où là, l'idée, une fois que les premières expérimentations ont trouvé leur public, trouvé leur concrétisation et ont un vrai impact, les gens sont plus acculturés et on peut décider de passer à l'échelle. Et là, ça passe par ascétiser de la technologie, ça passe par intégrer des compétences en interne, etc.
Alors juste avant de vous présenter Neo et de vous faire la démo, un petit zoom sur tout l'intérêt effectivement du groupement OnePoint Claranet concernant cet assistant d'IA générative. Grâce et en passant par le marché CIH Cloud et notamment le Lot 3 AWS, on a la possibilité, OnePoint et Claranet, de mettre à disposition la solution de bout en bout de Neo pour que vous puissiez l'intégrer dans votre propre compte AWS. Donc vous êtes chez vous, d'un point de vue de sécurité et de confidentialité des données, c'est quelque chose qui est complètement cloisonné dans votre SI. Tout ça donc sur AWS, utilisant les derniers modèles d'IA générative, notamment Claude d'AWS et Bedrock, qui permet un accès à un large panel de modèles. Et puis l'alliance OnePoint, le groupement OnePoint de Claranet, qui permet d'abord de vous accompagner dans la mise en œuvre, le design, l'intégration de la solution Neo, puis ensuite avec Claranet d'assurer le run HDS de cette solution d'IA générative, qui permet d'ouvrir du coup cet assistant à des cas d'usage qui pourraient contenir des données de santé. Et là, on va vous parler de Neo. Donc Neo, pour OnePoint, c'est une histoire qui est arrivée un petit peu par hasard. L'idée était à la base de tester, de s'approprier la technologie de l'IA générative. Quand l'IA générative est arrivée fin 2022 aux yeux de tout le monde, on s'est dit notre métier de conseil, qui est de faire parler le savoir, est largement mis en danger par cette technologie-là. Et pour rien vous cacher, on a eu un peu peur de l'impact que ça pouvait avoir. Du coup, notre idée, ça a été de tester la technologie, de nous l'approprier. Et ce chemin faisant, on en est arrivé à créer notre outil qui s'appelle Neo. Donc vous avez un exemple ici, puis dont je vais vous montrer quelques vidéos derrière. Avant de passer à la démonstration, on a posé un cadre, nous aussi. On voulait évidemment éviter les fuites de données. On manipule de la donnée d'entreprise, de nos clients. Donc évidemment, c'était hors de question que ça puisse fuir. On voulait limiter les risques d'hallucination et on ne voulait pas retrouver un comparatif entre l'œuf de la poule et l'œuf de la vache. On voulait répondre à nos cas d'usage spécifiques à nos métiers. Et les cas que je vais vous montrer, c'est comment le consultant utilise au jour le jour un outil comme Neo. Là, c'est un petit peu orienté santé, mais c'est vraiment le travail du consultant augmenté par l'IA générative. Et après, évidemment, on voulait maîtriser nos coûts. Donc on a pris les bons modèles au bon moment, au bon endroit, moins consommateur de données, de tokens. On voulait défendre une autonomie technologique, c'est-à-dire qu'on voulait s'approprier la technologie pour être capable de la manipuler et en faire des choses derrière. Et évidemment, on est une société Bicorp, et donc on a eu toujours à cœur de limiter notre impact en termes de consommation, d'où les choix de modèles, les choix d'infrastructures cloud qui sont minimales, et en plus une interface par défaut noire, même si là je l'ai mis blanc, une interface par défaut noire, moins consommatrice. Là, on va passer à la vidéo. Donc là, vous allez voir sur cette vidéo, vous allez défiler un certain nombre de cas d'usage. Le premier, c'est de l'interface, qu'on a voulu très simple, avec des conseils, un accès à notre SharePoint pour retrouver les tips. Voilà, Neo est affiché là. On peut le transformer évidemment, parce que nos clients... tiens, tu peux mettre pause, s'il te plaît. Nos clients, évidemment, peuvent le customiser. On a, je vous le rappelle, Neo est multi-écran, il est responsive, il est multimodal, il traite de l'ensemble des données que vous lui donnez, donc images, vidéos, sons, etc. Multilingue, il va s'adapter à 2 niveaux. L'interface, elle est disponible français-anglais, selon où vous trouvez selon les paramètres de votre navigateur. Et par définition, les modèles sont entraînés dans toutes les langues quasiment, et donc si vous lui parlez en chinois, il vous répondra en chinois. L'interface, elle est très simple. Vous retrouvez à gauche, l'ensemble des modules qu'on va voir. Et on va commencer normalement par conversation. Ah oui, et effectivement, on a choisi une interface qui peut passer de sombre à clair selon ce que chacun souhaite. Donc conversation, c'est un peu le portail vers l'ensemble des outils qu'il y a derrière, qui sont listés à droite. Vous voyez, je veux bien que tu mettes pause s'il te plaît. Vous voyez, on peut poser la question de manière conversationnelle, c'est le but d'un agent conversationnel. On peut activer l'ensemble des autres outils ou non. Vous disposez d'un historique, vous avez toutes vos requêtes qui sont gardées, conservées, et que vous pouvez effacer éventuellement.
Donc voilà, l'historique normalement doit s'afficher si c'est bien fait. Ouais, je le hop. Voilà, donc vous retrouvez l'ensemble et vous voyez que j'ai fait quelques recherches pour trouver des cas d'usage un peu secteur santé. Et voilà, quel est l'hôpital le plus proche de la plage Jean Jaurès à Marseille? Et donc il me répond, et en fait en faisant ça, il va chercher un outil qui s'appelle Internet et l'outil recherche rapide qui est largement suffisant. Là je peux activer l'outil, je peux charger des documents et je peux lui demander de les chercher dans notre base documentaire. Et donc là j'ai pris un autre exemple, c'est qui est Florian Clarté, moi-même. Et vous allez voir qui fait appel à l'outil recherche rapide. Voilà. Donc il nous a donné une réponse. Je ne suis pas Chief AI Officer. Voilà. Ça veut dire que, comme le disait Laurent, hein, le dernier kilomètre est à faire par l'homme. Il y a toujours une couche de vérification. Là, on passe à résumer. L'idée, c'est de fournir des documents et d'avoir un résumé structuré comme nous, on l'attend. Du coup, en tant que bon consultant, nous, ce qu'on aime bien lorsqu'on a un gros document, c'est d'avoir les têtes de chapitre et les points clés. C'est ce qu'on appelle le résumé hiérarchisé. J'aurais pu faire une synthèse avec le résumé linéaire, qui est juste un résumé condensé. Une fois qu'on lance le process, vous voyez, ça vient bien me remonter sur un document de recherche qui était en anglais d'ailleurs, les têtes de chapitre et les points clés par chapitre. L'intérêt de ce genre de résumé pour nous, ou pour un chercheur, ou pour un médecin, hein, c'est de pouvoir accéder très très vite à l'information là où elle est localisée dans le document. Laurent, tu parlais de nos entretiens RH, on fait beaucoup de recrutement dans notre métier, hein, et donc pour simplifier, si tu peux mettre pause une seconde, là j'ai chargé un document qui est un compte rendu vraiment tapé très rapidement de notes, tu peux y aller. Et ça va reprendre l'ensemble des points clés de ce document de l'entretien RH. La partie... Donc là, je reviens sur la partie Internet. Il y avait deux modes de recherche. Un mode de recherche rapide qui vient taper la première page et la première page du site. Et la recherche approfondie qui va chercher non seulement dans la première page du site qui est indexé sur Google Search, et aussi les pages derrière. Et là, vous regardez, je vais demander quels sont les problèmes longs en termes du Covid, et il va sourcer plusieurs sources, même s'il y a deux fois le même site. Hein, évidemment, je peux me rendre sur le site avec le lien. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il fait une synthèse de l'ensemble de ces sites. Et donc, nous, en tant que consultants, pour faire nos recherches, c'est très efficace. On a tout notre source et on va très très vite. L'outil data science, les GPT sont très mauvais en mathématiques, ils ne sont pas entraînés pour le faire. Donc, on a créé un petit process qui passe par la génération de code Python. Donc, pour vous montrer, je ne suis pas très fort moi en maths et en maths complexe, donc on passe par une banque de requêtes. La banque de requêtes, c'est un outil qui nous permet de capitaliser sur les bons prompts, sur les bonnes requêtes qu'on va pouvoir se partager, qu'on peut rendre public. Donc vous voyez là, recherche sur un client, comment je fais, quel est le bon prompt pour le faire, programme pédagogique pour proposer, pour avoir une réponse de l'IA générative sur un programme pédagogique, je vais m'appuyer sur ce prompt-là. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher un prompt qui va me permettre de travailler sur l'outil data science. Hop. Donc voilà, je vais prendre, je pense, de mémoire celui-là, qui est, je vais lui demander de me dessiner une courbe gaussienne. Ne me demandez pas, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je le colle dans mon outil data science. Vous avez vu que je suis en anglais. Donc, Neo réfléchit, il exécute du code Python parce que GPT 3.5 ne sait pas faire 2 plus 2, hein, il ne sait pas le calculer. Il sait juste que la réponse la plus attendue c'est 4, donc il vous répond 4. Mais si vous lui dites vous êtes sûr que c'est pas 5, il va vous répondre 5. Donc là on passe par du code Python qui remonte et qui me trace une suite gaussienne à 3 oscillations de mémoire. Et en bas vous voyez bien le code Python. Pour la petite histoire, l'interface de Neo c'est Gradio, c'est du Python et on code Neo grâce à Neo. Un outil qui nous tient beaucoup à cœur et qui est très utile, c'est l'outil Red Flag. Red Flag, c'est quoi? C'est je prends un contrat qui me lie à un client ou à un partenaire et je dois l'analyser pour proposer une analyse à ma direction juridique. Ma direction juridique a déjà réalisé un tableau Excel avec l'ensemble des clauses attendues et pour qu'elles soient conformes à OnePoint. Et l'IA générative, Neo, va directement proposer un premier niveau de réponse sur l'ensemble de ces clauses. Donc en colonne C, vous avez toutes les clauses telles qu'elles sont attendues. Derrière chaque cellule, vous avez un ou X prompt qui va interroger le document. Voilà, il y a à peu près une vingtaine de clauses. En colonne D, c'est la réponse qui est générée automatiquement par l'IA générative. OK, non OK. On aurait pu rajouter à ça un niveau de confiance.
En colonne E, ce sont des commentaires qui sont générés par l'IA générative. Lorsqu'il y a un doute, elle nous le dit. Lorsqu'elle ne sait pas, elle nous le dit. Et ce qui est très pratique, notamment sur les très gros contrats, c'est que ça va sourcer là où les pages, où se situent les informations qui ont permis de répondre à la présence ou à la concordance de la clause. Je pense qu'avec Laurent, on l'utilise assez régulièrement dans nos analyses de contrats. Et là où on passait une semaine ou deux avant de fournir une première version à notre direction juridique, on passe maintenant quelques heures. Un outil image, très pratique, notamment dans le monde du consultant. Alors là, j'ai pris une fausse ordonnance, je vous rassure, elle est fausse, pour vous montrer comment on peut, à partir de l'écriture manuscrite, récupérer des informations beaucoup mieux, de manière beaucoup plus efficace qu'avec un OCR. Donc ça, c'est tel qu'est écrite l'ordonnance, et je vais lui demander de me donner qui est le patient, qui est le médecin, et quels sont quel est le médicament prescrit, en pluriel, voilà. Avec une belle faute d'orthographe, mais c'est pas très grave. L'IA générative est meilleure que moi là-dessus. Je pose ma question. Et assez rapidement, il est capable de me récupérer l'ensemble des informations qu'il y a sur ce texte. Un autre cas d'usage pour nous, c'est on fait souvent des ateliers avec des post-it. On prend en photo nos post-it, on les met dans Neo, et très rapidement, on a le compte-rendu de notre atelier. Avec en plus, on peut lui demander de classer les post-it par thématique. A l'inverse, on peut demander à Neo de générer des images, donc ça c'est assez classique. Ce qui est intéressant de le faire après, c'est de le relier à des documents, à nous, pour avoir une image assez pertinente. Donc là, je lui ai demandé, pour l'enjeu de la démonstration, de faire une image représentant le salon sans Expo l'IA générative. Et vous allez voir que ça va me créer assez rapidement une image qui est somme toute... alors, il y a du travail à faire sur les personnages, mais je trouve que la mise en scène est intéressante. Base documentaire, c'est quelque chose qui est assez intéressant et très utilisé, mais qui est beaucoup plus complexe que ce qu'on croit. C'est comment je vais attaquer toute la documentation présente dans une entreprise, dans un SharePoint par exemple, ou alors comment j'attaque un document, ou j'étudie un document spécifique. Donc là, j'ai pris le cas d'un document spécifique. Vous voyez, une notice d'utilisation de l'amoxicilline, qui était présent d'ailleurs dans l'ordonnance. Mais je vais jouer le rôle d'un patient allemand de 78 ans. Pour vous montrer en fait qu'avec Neo, on peut prendre une personnalité spécifique et le faire travailler selon une personnalité spécifique. Donc là, vous voyez, je l'active sur l'ensemble des outils que je veux sur lesquels mon Neo soit activé. Donc en gros, je crée un contexte spécifique. Je vais recharger mon document. Et si tout se passe bien, il va me répondre en allemand. Sur un texte qui est écrit en français. Vous imaginez un petit peu le cas d'usage. On a le CD93 s'est posé cette même question pour le RSA sur un bassin de population avec beaucoup de langues différentes. Sur un hôpital aux urgences où il y a des gros problèmes de langue, vous imaginez l'impact d'une technologie comme ça là qui est très simple à mettre en œuvre et qui pourrait permettre de résoudre énormément de sujets. J'ai fait la traduction, c'est bon. Voilà, ça pourrait résoudre beaucoup de problèmes de communication, qui est un des enjeux clés d'ailleurs dans la médecine aujourd'hui. Notamment dans la connexion médecine de ville-hôpital aussi. La communication, faciliter les éléments de langage, être bien sûr qu'on parle de la même chose. Et encore une fois sur amoxicilline. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il ne va pas annoncer des choses dont il n'est pas certain. On a mis une technique qui s'appelle le grounding, c'est-à-dire que s'il ne trouve pas l'information spécifiquement, il ne va pas faire cette affirmation sur la base d'une probabilité. Donc s'il n'est pas sûr, je pense qu'on a fait le tour, s'il n'est pas sûr de la réponse, il le dira. Soit il dira je n'ai pas la réponse, soit il dira je ne sais pas, ou il faut vérifier. Donc voilà un peu un aperçu rapide des capacités de Neo sur des cas d'usage un peu génériques, je viens de dire très spécifiques aux consultants. Et c'est un outil qui a beaucoup plu et du coup on est en train de le déployer à la Française des Jeux, on est en train de le déployer à la Caisse des dépôts. Voilà, puis il y a plein d'autres acteurs, qui nous le demandent. Donc voilà, je ne sais pas si tu veux conclure, Laurent, là-dessus. Non, merci beaucoup, Florian. Voilà, j'espère que ça vous a donné des idées. Hein. L'intérêt de la démo, c'est de se dire tiens, je pourrais l'utiliser dans tel ou tel cas. Voilà. Et ce qu'il faut se dire, c'est que Neo, c'est
c'est une solution, comme vous avez vu, mais avec des modules. Et donc, en fait, quand on vous fournit Neo, on vous fournit aussi l'usine logicielle qui vous permet de vous-même ensuite être autonome pour créer des nouveaux modules. Dans une entreprise, les cas d'usage, on va les trouver petit à petit. Et donc, l'idée, c'est pas d'avoir une démarche, on va faire une conception pendant 6 mois, et puis etc. C'est de sortir tout de suite des premiers cas d'usage et puis d'enrichir au fur et à mesure que les gens nous font des retours. Donc ça, c'est prévu aussi dans ce qui vous est livré. Il y a l'outil tel que vous l'avez vu et puis l'usine logicielle qui vous permet de facilement et de manière industrielle aller ajouter des modules, des fonctionnalités à votre assistant d'IA générative. Évidemment, OnePoint et Clarinet, on peut vous accompagner dans aussi le développement de ces nouveaux modules, tout simplement. Voilà, merci beaucoup de votre attention.